Bonsoir à tous et à toutes. Votre attention, s'il vous plaît. Je me présente, je suis Abdoulaye, conservateur des bibliothèques et directeur de la bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et un honneur pour moi de modérer ce panel qui a pour titre Piment, alimentation et politique publique. Je vais proposer la démarche qui est la suivante. Déjà, on va commencer par une petite introduction et également essayer de faire ce qu'on appelle une mise en contexte initiale. Aller également aux questions-réponses principales, permettre aux différents panélistes d'intervenir. Et une fois les interventions des panélistes, nous allons attaquer les questions-réponses du public et terminer avec une synthèse. Si vous le permettez, bien entendu, je commencerai par une petite présentation des différents panélistes. Nous avons le colonel Aliou Samassa. Monsieur Aliou Samassa a une maîtrise en droit, option relations internationales, suivi d'un master en sciences politiques et relations internationales, gouvernance internationale. Mon colonel a également un master en droit des conflits armés, suivi d'un master en stratégie des conflits et gestion des conflits, pour terminer avec un brevet de l'enseignement militaire supérieur. Les expériences du colonel, on peut en citer quelques-unes. Il a été en service à Ziguinchor de 2001 à 2008, puis chef de corps du 5e bataillon d'infanterie, aide de camp du ministre des Forces armées, aide de camp du président Abdoulaye Wade, chef de la division contrôle, étude, législation de la chaîne administrative de l'état-major des armées. Également enseignant au niveau du groupe à l'école de guerre, il est également chef du cabinet du chef d'état-major général des armées. Je ne peux pas être exhaustif. Mon colonel aura le temps de compléter la présentation. S'il y a des manquements, et surtout, s'il y a des recommandations ou des suggestions à faire. J'ai bien entendu à ma droite son Excellence. Ça, c'est un honneur pour nous d'avoir à côté un diplomate. Son Excellence est ambassadeur de Luxembourg au Sénégal depuis 1 an. Et auparavant, il a été au Sénégal il y a 20 ans. Madame, vous allez compléter après. Madame a occupé des postes au niveau international dans plusieurs pays, tels que le Mali, l'Inde, la Belgique. Et je pense qu'également pour les études supérieures, c'est des études en sciences politiques. Et Madame également pourra avoir l'occasion de compléter si j'ai mal présenté Madame. Merci, très bien. Je vais également terminer, si vous le permettez, avec une dernière présentation de notre cher Bouna Manel. Le nom n'est pas étranger. Bouna Manel Fall, les gens ont l'habitude de l'entendre. Mais je ne savais pas que Bouna Manel est un ancien juriste, conseiller juridique du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, conseiller juridique et politique au niveau de l'Alliance ouest-africaine sur les marchés carbone et de la finance climat. Donc actuellement, il est le poste de directeur général, de conseil, n'est-ce pas? C'est ça. De toute façon, vous allez compléter après. Donc, chers membres du public, nous allons attaquer le deuxième point qui concerne la présentation. À l'heure où les dérèglements climatiques accentuent les vulnérabilités économiques, sociales et environnementales, le lien entre climat, alimentation et gouvernance publique devient un enjeu majeur pour les sociétés contemporaines. Les impacts du changement climatique sur l'alimentation se manifestent déjà à travers la baisse des rendements agricoles, la dégradation des sols, la perturbation des cycles hydrologiques et la multiplication d'événements météorologiques externes. Dans un pays comme le Sénégal,
fortement dépendant de l'agriculture pluviale, ces transformations fragilisent à la fois la souveraineté alimentaire et la sécurité des populations, posant la question de la résilience des systèmes agricoles et des capacités d'adaptation des communautés. Face à ces défis, les politiques publiques sont appelées à jouer un rôle décisif, qu'il s'agisse de soutenir les filières agricoles, de sécuriser l'accès aux ressources, d'encourager l'innovation ou de renforcer les dispositifs de protection sociale. Elle s'inscrit par ailleurs dans un espace plus large où la diplomatie climatique devient une stratégie pour défendre les intérêts nationaux, mobiliser des financements internationaux et revendiquer une plus grande justice climatique. Face à cette problématique, pour stimuler la discussion, voici quelques questions que je souhaite poser à l'attention de nos différents intervenants. La première question, quel effet du changement climatique sur la production agricole et pastorale au Sénégal? La deuxième question, quelles sont les lacunes et limites des politiques actuelles pour anticiper les impacts climatiques sur l'alimentation? La troisième question, comment le changement climatique réduit-il les propriétés de la diplomatie contemporaine? La quatrième question, le climat est-il perçu comme une menace globale, un enjeu de coopération et un enjeu d'instrument de pouvoir? La cinquième et la dernière question, quelles solutions, opérations, propositions concrètes de financement durable des actions de lutte contre le changement climatique? Pour répondre à toutes ces questions, chère assistance, cher public, je voudrais tout d'abord, si vous le permettez, il y a une dame et un homme, je préfère la parité. Ou on donne le colonel d'abord. Le colonel doit partir. Hein? Le colonel d'abord, très bien. Donc, on m'accorde la parité. Donc, on va privilégier le colonel qui va se libérer. Monsieur le colonel, d'abord, je vous donne la parole pour vous présenter et également pour essayer de répondre à ces différentes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci pour la belle présentation. Effectivement, je suis le commandant de la zone militaire niveau 2, c'est la zone nord qui regroupe les régions administratives Saint-Louis, Louga et Matam. Il y a une zone qui est très vaste avec beaucoup de défis et surtout liés au climat, pour le dire. Merci, Excellence, pour la grande courtoisie de m'avoir accordé la parole en premier pour le dernier compte pour toute la coopération. Merci également à mon collègue Fabrice qui est présent et merci également à tout le public ici présent. Le climat vu par le militaire et c'est important. Mais pour ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi ni de rassurer, ni d'alarmer, mais de convaincre la capacité des armées à s'adapter continuellement face à toutes les difficultés qui se posent en Europe, notamment le changement climatique. Comme vous le savez, les forces armées sénégalaises sont très engagées, non seulement dans les opérations intérieures, mais également dans les opérations extérieures. Et aujourd'hui, il s'agit également les opérations liées à l'environnement et qui viennent un peu plus sur notre niveau d'engagement sur le terrain. Et comme on aime le faire, on veut toujours garder une liberté d'action dans nos missions. Ne jamais subir un peu les missions, les faire avec toute la délicatesse et la rigueur possible. Je vais adopter un plan clinique. Vous savez, pour moi, de faire un petit diagnostic de la situation, révéler un peu aujourd'hui que le changement climatique est bien sûr une vulnérabilité critique pour les forces de défense et de sécurité, mais est-ce que cette vulnérabilité engage le prototype vital des armées? Donc le deuxième point va s'intéresser un peu au prototype vital des armées. Et comme tout médecin, proposer une thérapie qui est une adaptation de ce que j'appelle l'enjeu climat.
le modèle d'environnement, le climat est calme. Quand je dis calme, le climat est une contrainte. Le climat, c'est un atout. Le climat est une menace, également un enjeu. Et par rapport à cette quadruple enjeu, nous pensons que les armées doivent également se restructurer et s'adapter continuellement pour implanter les politiques. S'agissant des vulnérabilités critiques que pose aujourd'hui le changement climatique, nous assistons à une criminalité environnementale, notamment dans ma zone de responsabilité. Quand je parle de criminalité environnementale, je parle de tout ce qui est déforestation. Comme vous savez, donc, les populations qui sont un peu lointaines des villes, donc partent souvent, donc, soit coupent les arbres, ou bien carrément ce sont même des malfrats qui viennent également exploiter la coupe de bois pour des besoins autres que je vais évoluer. C'est également la dégradation des milieux. Les techniciens l'ont dit ce matin, ont une surexploitation des milieux, ou bien carrément avec une incinération avec des feux de pousse en particulier pour avoir des produits de substitution. C'est également le braconnage. Le braconnage qui est un peu pratiqué également dans la zone avec le Sacochène. C'est également l'orpaillage clandestin qui se pratique au niveau de la façade dorsale entre la zone 4, je dis Bakel, et la zone 2 que je commande, vers Podor qui descend un peu sur l'Akbar qui descend en Liguerre, après c'est parti à Dakar. Et qui doit être bien sûr contrôlé. Cette criminalité environnementale va créer ce qu'on appelle un atout pour l'adversaire. L'adversaire que nous avons cherche toujours des sources de financement. Et à travers cette criminalité environnementale, l'adversaire cherche à s'alimenter, à avoir des armes, de la mobilité, des munitions, etc. Je dis, à titre d'exemple, si vous partez au Nigeria, on dit que le Boko Haram, c'est à travers le thon que le Sénégal aime bien, c'est avec le thon qui capacite un peu les éléments et arrive à avoir de l'arme. Si nous partons en Côte d'Ivoire, c'est également l'ivoire qui permet également d'alimenter les réseaux criminels et les réseaux terroristes. Vous partez également au Gabon. Au Gabon, c'est pareil, c'est le bois qui permet également d'alimenter les groupes criminels et les groupes terroristes également. Au Mali, vous le connaissez tous, c'est l'orpaillage clandestin, c'est l'or, et qui est très proche de notre pays. Donc voilà un peu ces sources de financement qui nous interpellent, qui disent attention, il ne s'agit pas seulement d'un changement climatique qui est environnemental, mais d'un changement climatique à vocation sécuritaire qui va impacter négativement sur la sécurité des populations. Et aussi avec les transhumances, les mouvements des populations, nous avons l'insécurité grandissante. La population est vulnérable, donc poids à un reculement par les djihadistes. Comme je dis, le djihadisme, comme la CTO, la criminalité transfrontière organisée, c'est un service en fait, c'est un service de sécurité. L'État n'est pas là, je vous propose ma sécurité. Vous n'avez pas d'hôpital, je vous propose ma santé. Vous n'avez pas d'école, je vous propose mon école. Donc c'est pourquoi l'implantation, la mise en œuvre des politiques publiques doit être effective dans toutes les contrées du pays. C'est important. Pour éviter à ce que les populations vulnérables fassent l'objet de recrutement ou bien carrément elles soient dans le réseau comme des relais. Et malheureusement, c'est le narratif que tient l'adversaire pour faire croire aux populations que voilà, l'État n'est pas présent, nous sommes là pour procurer la sécurité. Nous sommes là pour proposer les besoins sociaux. Ce qui est, à mon avis, bien sûr, faux et ce qu'on doit aussi renverser. Nous sommes dans une guerre de perception où nous cherchons à gagner les cœurs, mais l'adversaire cherche à contraindre les cœurs et les esprits. C'est également un autre problème, c'est le retard des projets ordinaires. Les projets ordinaires. Mais c'est un grand retard. Pourquoi c'est un retard? Parce qu'effectivement, il y a une criminalité qui se rejoint. On installe un sentiment d'insécurité qui fait qu'on n'y arrive pas. La population également quitte un peu le rural, se retrouvent tous à Dakar, ou bien en tout cas dans les grandes villes, ou bien carrément c'est comme l'immigration clandestine. Qui fait que pour mettre en œuvre les politiques publiques, il est difficile. Parce que la jeunesse sur qui on peut compter, souvent on pense que l'économie est encore meilleure, ou bien carrément tout est au niveau urbain. Voilà un peu le diagnostic que je voulais un peu tirer rapidement de ce que le changement climatique
constitue une vulnérabilité critique pour les forces de défense et de sécurité. Par rapport à ça, est-ce que notre pronostic vital est engagé? Je veux dire que les armées sont de plus en plus engagées dans les missions conjoncturelles. Nous devons nous concentrer sur des missions de combat, sur des missions de haute intensité ou de basse intensité, mais de plus en plus les armées sont engagées dans des missions humanitaires. Par rapport à ce que je viens de dire, l'armée est engagée à lutter contre la déforestation, l'armée est appelée à venir intervenir également pour lutter contre les crues. Récemment, dans tout le monde du pays, c'est le génie militaire qui est engagé pour construire des digues. C'est le génie militaire qui est employé pour le transport également des populations, également pour la campagne également de l'hôpital de campagne, pour un peu aider un peu les populations. Ce qui nous mène également à dire qu'il y a l'émergence des tensions internes entre éleveurs et cultivateurs. Ça, on le dit dans cette réalité. Il y a moins de pluie, et il faut qu'il y a moins d'eau, et les points d'eau qui existent, le peu de points d'eau qui existent, chacun veut le contrôler. L'agriculteur veut le contrôler, l'éleveur veut le contrôler. On est dans le monde d'une géopolitique locale. Parce que la géopolitique, c'est le contrôle du milieu. Cette géopolitique locale-là va créer des dissensions et des stigmatisations. Et comme je dis d'habitude, toujours accompagné de narratifs qui séparent la population de l'autorité publique. Et ce qui est très dangereux également. C'est également la pêche artisanale, ou la pêche classique, et la pêche avec les grandes flottes. Au niveau de la frontière, on remarque également les tubalos qui font faire la pêche classique, mais après ils sont encore avec des flottes qui viennent avec soit des tensions avec des zones qui sont de l'autre côté. Et ça crée encore un autre problème. L'exploitation également du gaz est maintenant au nord. On a un peu la capacité d'intervention des pêcheurs classiques est un peu diminuée. Heureusement, il y a une bonne politique de communication, une bonne politique de substitution pour aider ces populations également à maintenir l'activité de pêche, également à tourner vers d'autres innovations. La conséquence également pour les armées, c'est également une densification de nos patrouilles. Donc tout le temps, on est en patrouille de normalisation dans les points de vue pour prévenir un peu les tensions qui vont exister entre éleveurs et cultivateurs, entre les pêcheurs et les populations. Ce qui fait une charge supplémentaire que les Américains assument. Le déplacement des populations, un autre problème. Quand on dit déplacement des populations, c'est la santé publique qui est en jeu. C'est également les femmes et les enfants qu'on laisse au village qui s'en occupent. Et là, c'est pour dire que la CTO, la criminalité transfrontière organisée, c'est une demande de service. On fait croire que l'État n'est pas présent, on vous offre la sécurité. On met la population toujours dans une position de demandeur de sécurité. Et la population dit, ok, moi il y a un point d'eau qui est discuté entre les éleveurs et les agriculteurs, moi je suis éleveur, je n'ai pas vu mes postes de sécurité, je me tourne vers un peu ces bandes criminelles pour essayer de me protéger et pour avoir une mainmise sur cette chose qui est devenue très rare. Et ça, il faut le combattre. C'est pourquoi nous densifions nos actions de patrouille le long de la frontière. Donc chaque semaine, on durcit un peu nos actions sur cette zone pour dissuader un peu et pour bien sûr faire comprendre à la population que leur armée est bien présente dans la zone et que nous sommes là pour que la mise en œuvre des politiques publiques soit vraiment effective. L'autre point également que je veux évoquer également, c'est les actions civilo-militaires. Les armées sont de plus en plus engagées dans les actions civilo-militaires. Nous déployons notre hôpital de campagne, nous déployons également le génie militaire dans toutes les zones. Ce n'est pas une mesure en fait, de substitution au politique public, mais c'est dans les missions de l'armée. L'armée a une mission conjoncturelle, c'est d'accompagner un peu les politiques publics. Et là, nous avons cette mission d'assistance, une mission humanitaire qui permet également d'être tout près de nos populations, quel que soit l'endroit où il y a un citoyen sénégalais. Maintenant, à travers ce diagnostic et ce pronostic, on ne va pas laisser comme ça, il y a des pistes de réflexion, des solutions et une thérapie que nous proposons. Quelle stratégie pour les armées face au changement climatique? Pour comprendre la stratégie des armées, il faut comprendre le défi que ça nous pose nous-mêmes, les armées. Un premier défi, c'est le défi de ravitaillement. Quand il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de piste,
Le ravitaillement va arriver très tard ou difficilement au niveau des troupes. Parce que les troupes sont dans des endroits beaucoup plus reculés, donc ça devient un peu lourd de pouvoir les ravitailler. Donc si c'est difficile d'avitailler des militaires, c'est extrêmement difficile également de s'approvisionner sur le niveau local également. C'est également le défi de maintenance. Le matériel que nous disposons. Le terrain devient de plus en plus hostile au matériel que nous disposons. Et là, notre politique d'équipement doit être adaptée par rapport au climat, par rapport à l'endroit dont nous exerçons un peu nos activités opérationnelles. Et qui est également un autre défi. C'est également le défi santé. Comment maintenir le potentiel humain? Parce que ce sont les femmes et les jeunes militaires que nous déployons sur le terrain, mais qui sont également parfois vulnérables à la santé. Donc c'est le défi santé également de pouvoir maintenir, préserver ce potentiel humain pour que vraiment ils soient dans les mêmes conditions pour pouvoir effectivement faire marcher un peu l'action publique sur le terrain. Et un peu l'infrastructure également. C'est le défi infrastructure également. L'infrastructure doit être également adaptée par rapport à ce que nous faisons. Ce n'est plus les mêmes concessions. Et tout l'intérêt à parler un peu de la stratégie. Ces jeunes affectés par le climat doivent être un atout pour la population, atout de la créativité, atout de la production industrielle. Les armées ont lancé tout ce qui est production industrielle, production d'armement et de munitions, production même d'infra. Je pense que nous devons nous lancer dans ça et que les populations qui, au lieu de se déplacer, on peut exactement profiter de ces innovations, pouvoir rester et avoir également des académies sur place. C'est également l'entraînement des armées. Donc nous entraînons plus aujourd'hui vers des missions humanitaires, parce que nous intervenons avec la crue qui s'est passée récemment. Les armées ont été appelées à intervenir matin et soir, jour et nuit, pour le transport de population, pour apporter des vies, pour les soigner et tout ça. Donc nos militaires doivent être beaucoup plus entraînés aujourd'hui également vers des missions également humanitaires, qui fait également la terre, on ne peut pas s'en passer également. C'est également notre stratégie des moyens, la stratégie des moyens et la stratégie opérationnelle. Comment, avec toutes les FPS, les forces de défense et de sécurité, comment avec tous les autres acteurs, nous travaillons dans une approche holistique. Les armées agissent sur les effets de la guerre, mais les acteurs non militaires agissent sur les causes de la guerre. Comment faire pour éviter que ça ne marche pas? Comment s'adapter face à cette menace climatique? Comment faire pour agir face à cet enjeu climatique pour prévenir et anticiper sur les places qui peuvent faire intervenir les armées? Et dans cette ordre, les armées sont en train de dévoluer un peu sur le doctrine d'emploi, doctrine d'engagement, également sur le soutien logistique, en intégrant un peu les experts civils dans la créativité, dans l'innovation également, pour permettre d'avoir également une défense crédible et fiable, capable de convaincre les populations sur notre capacité à créer des conditions favorables à la mise en place, à mise en œuvre des politiques. Voilà un peu en quelques minutes ramassé. Voilà l'œil du militaire sur le changement climatique qui nous interpelle. Encore une fois, c'est l'œil dans la vision globale du changement climatique. Merci. Merci, mon colonel, pour les applaudissements. Également le public qui a vraiment apprécié ce que le colonel vient de dire. Il sera très difficile, mais en quelques mots, je vais juste essayer de retracer l'itinéraire du colonel, en tenant compte, bien entendu, de l'orientation qui a été faite et la réponse qui a été faite également de la question du climat. Il a bien fait d'orienter la réponse vers les stratégies, les réponses que l'armée a déjà proposées. En premier, nous avons d'abord, en premier, les différents problèmes. Mon colonel a parlé de la criminalité environnementale. Il a parlé également des sources financières pour terminer avec le climat. Et pour l'engagement de l'armée, mon colonel nous a fait comprendre l'émergence des tensions internes et transnationales, la densification des patrouilles et pour terminer avec les
interventions civilo-militaires. Les stratégies que l'armée a mis en place pour essayer de contrecarrer tout ce qui se passe par rapport à l'environnement ou au climat, il a commencé par le ravitaillement. Par contre, il y a déjà des zones qui sont pas accessibles. La maintenance, la santé, les infrastructures et tout terminer avec l'entraînement. Je pense que c'est juste de manquer mon colonel. Je vous félicite en tout cas pour l'exhaustivité de votre discours ou de votre propos et en donnant la parole bien entendu à notre ambassadrice. Oui, très bien. Donc je pense que doyen Gourdi a préparé quelque chose. On a un tout petit cadeau qui vient de la Suisse pour monsieur le colonel. Ce qui est drôle avec ce paquet de chocolat, c'est pourquoi dans la vie, nos mamans nous disaient nit lu siis, nit lu mu lekk rek moom la war a lekk. En vérité, ce paquet de chocolat-là était destiné à cette dame, Madame l'ambassadeur du Luxembourg, Madame Loloberti. En tout temps, elle est partie au Podor, en Mauritanie, à Kédougou, etc. Et puis nous n'étions pas censés aujourd'hui être ici, n'est-ce pas? Nous devions être à l'université Gaston Berger. Un concours de circonstances a fait que nous sommes ici. Et d'un concert avec Madame l'ambassadeur, je lui ai dit, puissiez-vous me permettre de bien vouloir donner ce grand paquet de chocolat à monsieur le colonel. C'est un geste d'amitié du gingembre littéraire et de nos amis qui ont organisé cette belle journée pour le Sénégal, pour l'Afrique et pour le dialogue humain. Monsieur le colonel, vous voudrez bien... Voilà. Madame l'ambassadeur, vous avez c'est très gentil, c'est important. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a le gouvernement qui peut merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Désolé. Bon voyage. Merci. Les filles, oui, merci. Merci Merci au changement public. Nous allons continuer notre panel. Je vais devoir introduire Madame l'ambassadeur. Je pense que la question lui avait été posée. Également, elle pourra compléter la présentation et aller directement à l'essentiel. Voilà, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous, surtout bonjour aux étudiants qui se sont déplacés pour ce panel. Ça fait plaisir de voir que le sujet intéresse. C'est un sujet brûlant, effectivement, et pas seulement au Sénégal, pas seulement à Saint-Louis, mais partout dans le monde, de plus en plus. Effectivement, je me sentais concernée par la question de savoir comment le changement climatique redéfinissait les priorités de la diplomatie aujourd'hui. Bon, avant tout, il faut peut-être dire que la diplomatie, qu'est-ce que c'est? C'est le bras exécutif international d'une politique gouvernementale et plus qui est définie elle-même par des politiciens locaux qui sont élus, et plus ces politiciens-là sont exposés aux relations internationales, plus ils s'intéressent à ce qui se passe dans le monde entier, plus leur politique étrangère sera intéressante et consensueuse dans l'intérêt du monde entier. Donc en fait, pour dire que la diplomatie, c'est les diplomates, on suit les instructions du gouvernement. Et vous savez qu'en Europe, les débats autour du changement climatique et de la protection de l'environnement, après avoir fait de grands progrès ces 20 dernières années, je dirais, traversent une période plus délicate avec une opposition qui commence à s'interroger et qui n'est pas d'accord avec les sacrifices proposés. Et c'est un moment un peu plus difficile en ce moment. En tout cas, le Luxembourg
le Luxembourg est parmi les États membres de l'Union européenne les plus ambitieux en matière de politique de changement climatique et j'en suis très contente. Donc on a prévu un objectif de réduction des émissions de CO2 de 90% d'ici 2040, c'est-à-dire dans 15 ans. On voudrait être retombé presque sur les niveaux qu'on avait en 1990. Donc c'est ça l'objectif qui est le plus pressant. Et en 2050, on peut avoir atteint la neutralité climatique, c'est-à-dire pas produire plus d'émissions de CO2 qui sont à l'origine du réchauffement du climat, comme vous le savez très bien, Donc évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons pour arriver à réduire les émissions de CO2. C'est évidemment réduire les effets de serre par les énergies renouvelables au lieu d'utiliser du charbon ou de brûler du gaz et de l'essence. Par exemple en utilisant des panneaux solaires ou par exemple en utilisant des voitures qui marchent avec de l'électricité et qui ne brûlent plus de l'essence. Il y a aussi évidemment la reforestation parce qu'on sait que les arbres produisent du CO2, donc il y a toutes ces dimensions-là. Et quand je reviens à la diplomatie, en matière de coopération internationale, je pense qu'il y a surtout deux grands aspects qu'il faut tenir en compte. C'est premièrement évidemment la réduction des émissions dont je viens de parler, et puis tout ce qui est mitigation, donc l'adaptation aux changements qui sont déjà là, qui sont déjà la cause du réchauffement climatique. Et ici au Sénégal, quand je fais que reproduire des chiffres que vos autorités, les autorités sénégalaises ont publiés, notamment l'Agence nationale des statistiques, apparemment 90% des Sénégalais ont déjà vécu l'impact du changement climatique. Donc au Sénégal, comme tous les pays du Sahel, qui sont autour du Sahel d'ailleurs, c'est extrêmement important de réagir, de s'adapter à ces conséquences qui peuvent être fatales. Je ne peux pas tenir les deux. Ok, voilà. Si je dois dire quelques mots de la diplomatie luxembourgeoise au Sénégal, alors le Luxembourg, il est partenaire du Sénégal depuis 40 ans et on a toujours été très contents d'être ici, travailler avec les Sénégalais en matière de coopération et développement. Et avec la montée des sujets changement climatique, etc., effectivement, nos programmes de coopération intègrent comme ligne transversale le souci du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Luxembourg a surtout été actif en matière de formation professionnelle. On a fait beaucoup de centres de formation professionnelle, notamment à Louga, à Dagana, à Saint-Louis, et en matière de santé, avec la construction d'hôpitaux. L'autre jour, j'ai encore visité un hôpital à Ndioum, dans le département de Podor. Donc aussi là où il y a peu d'infrastructures, où la population est assez éloignée des infrastructures centrales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer le souci du changement climatique dans nos projets ? Ça peut être très concrètement, quand on construit un centre professionnel ou un hôpital, c'est le construire avec des matériaux locaux, c'est penser à intégrer tout de suite les énergies renouvelables au lieu de faire fonctionner l'hôpital avec l'essence et le chauffage traditionnel. Ça peut aussi être, oui, surtout donc les panneaux solaires. Ça peut aussi signifier, et pour les hôpitaux c'est extrêmement important aussi, intégrer un système de recyclage pour penser à comment se débarrasser des déchets qui sont nécessairement produits. Donc ça concerne évidemment aussi la réduction des émissions. Donc il y a toute une facette de méthodes qu'on peut intégrer dans les projets. Là où je veux en venir aussi, c'est surtout
de rappeler que c'est la sensibilisation qui est importante. Sensibiliser les gens, c'est-à-dire les informer, quelles pourraient être les suites de leur comportement de consommation et quelles sont les alternatives, comment on peut éviter de produire beaucoup de déchets et qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets, proposer des vraies options, des possibilités d'agir différemment au quotidien. Je pense que c'est aussi extrêmement important et c'est toujours important, c'est comme avec la démocratie. Il faut toujours construire et nourrir la démocratie et aussi les réflexes environnementaux parce que la nature, l'homme a besoin de la nature. On ne peut pas survivre dans une nature détruite, mais ce n'est pas inné. Il faut apprendre à comment la traiter et comment prendre soin d'elle. Voilà, quand je viens peut-être à l'autre aspect de la coopération internationale, évidemment ça concerne la réduction des émissions de CO2 et je pense que vous avez tous suivi la semaine dernière la COP30 au Brésil, à Belém, où c'est déjà la 30e COP, où tous les États membres du système des Nations Unies essayent d'avancer en matière de lutte contre le changement climatique. Et cette COP30, on l'a créée un petit peu, on savait que ça allait être un moment très très difficile parce qu'il y a certains États, certains grands États, pour ne pas les nommer, qui boycottent les efforts qui ont été consignés dans les accords de Paris et qui ont même retiré leurs engagements auxquels ils avaient souscrit. Donc il s'agissait vraiment de sauver ce qui reste des efforts internationaux pour avancer et pour éviter le pire. Pour éviter que la Terre se réchauffe de plus de 1,5 degré ou de 2 degrés même, alors qu'on est vraiment sur une trajectoire qui mène vers ce résultat-là et le résultat sera fatal pour beaucoup de régions dans le monde. La science l'a prouvé. Justement, c'était aussi l'occasion de revenir à l'importance de la science qui est discutée par certains leaders, malheureusement, qui dirige des grands pays, mais on est ici, on était censé être dans une université, donc je ne pense pas devoir vous convaincre de l'importance de la science, des chiffres, des statistiques, des faits et des chiffres pour savoir de quoi on parle. Et ça c'est extrêmement important, on ne peut pas juste dire ce qu'on veut parce qu'on pense, on a l'impression, non, il faut être consciencieux et professionnel et sérieux, il faut se baser sur des chiffres. Donc cette conférence à Belém, elle aurait pu être pire, mais finalement le multilatéralisme, donc vraiment les efforts de beaucoup d'États dans le monde, ont quand même réussi à sauver à fixer un accord qui dit qu'il faut avancer, qu'il faut continuer, qu'il faut aussi continuer à montrer de la solidarité entre les États du monde. Et là on touche à un sujet qui est extrêmement important, je pense qu'il vous intéresse aussi, les étudiants, qui est différent entre les pays industrialisés et les pays qui sont moins industrialisés. Et effectivement, le résultat du changement climatique qu'on vit aujourd'hui, c'est la cause de l'industrialisation. Et les pays qui ne sont pas industrialisés, ce n'est pas de leur faute. En tout cas, ils ont produit beaucoup moins d'émissions de CO2 que les autres. Et quand vous dites que les autres doivent faire plus, je trouve que vous avez raison. Et c'est aux États industriels surtout de montrer qu'on fait des efforts. Et c'est pour ça que l'Union européenne et le Luxembourg sont engagés à réduire leurs émissions de 90% d'ici 2020. Voilà, mais le combat reste. Il faut essayer d'être créatif, il faut essayer d'intégrer l'innovation technologique, parce que les pays qui sont moins industrialisés, ils ont tout à fait le droit d'être industrialisés aussi, de se développer. Donc là, on pourrait vite arriver à une situation où on dit nous, on a le droit de faire aussi ce que vous avez fait. Le problème, c'est que ça dessert et ça nuit à toute la planète. Donc, il faudrait au contraire essayer de ne pas répéter les erreurs que les premiers pays industrialisés ont fait, d'apprendre les leçons tirées et d'essayer avec les technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui et avec la reconnaissance des résultats que la science nous donne, de ne pas répéter les mêmes erreurs et de travailler tous ensemble pour trouver des méthodes de réduire l'impact et les dommages à l'environnement. Voilà, mais bon, je ne vais pas trop parler non plus. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des questions
de la part des étudiants et je serai heureuse de pouvoir les répondre. Merci. Merci beaucoup. Et en tout cas, j'ai compris une chose. Mon colonel a abordé la question en tenant compte de l'armée. Madame l'ambassadrice également a orienté les débats vers la diplomatie et la relation internationale. Et ce qu'on peut noter, elle a parlé des politiques de changement que l'Union européenne a également mis en place. Et l'élément le plus important, c'est la réduction des CO2 en 2040, d'ici 2040, pour essayer également d'être dans les normes de 1990. Et elle a proposé beaucoup de méthodes, surtout la réduction des effets de serre, par l'utilisation de panneaux, la reforestation, le mot là, la reforestation. Excusez-moi, j'ai du mal à prononcer certains mots, en tout cas le public l'a déjà dit. Et par rapport à la diplomatie également, elle a parlé des réductions des émissions de gaz. Et surtout ce qui m'a plus intéressé, c'est par rapport à la mise en place des services d'accompagnement. Et pour les services, elle a parlé des services sanitaires, des formations, et elle a même donné l'exemple des régions comme Saint-Louis et Louga. Madame également a proposé l'intégration des nouvelles technologies pour essayer un peu de combattre ce qu'on appelle le fléau. Et en dernier, j'ai également beaucoup apprécié sa conclusion. Madame a dit industrialiser, oui, mais autrement. Merci beaucoup. Je vais m'en donner la parole à notre dernier intervenant, puisque le colonel a parlé pour l'ambassadeur a parlé des relations internationales. Les juristes également vont écouter son avis. Doyen Fall, vous avez la parole. Merci. Assalamu alaikum. Bonjour tout le monde. Je vais parler pour ma part de l'école. Pourquoi je vais parler de l'école? Parce qu'on se trouve dans une enceinte scolaire, c'est déjà une première chose. Et qu'ensuite, on m'a demandé de parler des solutions opérationnelles et du financement climatique durable. Parce que cette question-là du financement, Madame l'ambassadrice a parlé de la COP30. C'est une question qui revient parce que depuis l'accord de Paris, il avait été prévu que parce que les pays développés sont plus responsables que les pays sous-développés, on parle de responsabilité commune mais différenciée en termes de dégradation de l'environnement et d'effets du changement climatique, d'effets néfastes, s'entend. Les pays développés avaient donc promis de verser certains fonds aux pays en développement pour leur permettre de faire face aux effets du changement climatique. Ces promesses ne sont pas tenues jusqu'au moment où nous parlons. Donc la question du financement climatique est une question en l'état qui n'est pas encore réglée. Alors, nous sommes donc ici aujourd'hui, pour ma part, je suis venu pour essayer de voir avec vous comment régler cette question du financement climatique. Quels sont les moyens dont nous disposons pour régler la question du changement climatique? Mais avant d'aller à cette question-là, du moyen, parlons d'abord des acteurs. J'ai dit que je vais parler de l'école. Les acteurs, pour moi, les plus importants ici aujourd'hui, ce sont les élèves. Ce sont les élèves en tant que vecteurs de changement, de comportement, et aussi la prochaine génération d'acteurs pour le changement de comportement concernant le développement durable.
et la protection de l'environnement. Je vais vous parler d'un projet aujourd'hui qui intéresse l'école. C'est un projet qui se fait avec la communauté éducative, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les groupements de femmes qui se trouvent dans une localité donnée, mais aussi les associations de jeunes, pour dire que c'est un projet totalement inclusif. Ce projet-là, son but, c'est de faire de telle sorte qu'une question qui est centrale et qui se trouve dans le thème qui nous a été proposé soit réglée, c'est la question de l'insécurité alimentaire. Parce que le changement climatique aussi a déréglé la sécurité alimentaire. Parce qu'il y a une baisse de la ressource. Les terres sont dégradées, les rendements agricoles ne sont plus les mêmes, donc il se pose un problème d'alimentation et aujourd'hui on nous demande de réfléchir sur climat, alimentation et politique publique. Alors, donc on va essayer de voir comment un projet peut régler cette question-là de la sécurité alimentaire, d'une part, mais aussi comment cette question-là, ce projet-là, ce programme-là, peut régler la question du financement climatique, parce que ce programme-là, qui va se passer à l'école, avec les élèves comme acteurs principaux, ce programme-là, il va générer ce qu'on appelle les crédits carbone. Alors, un crédit carbone, c'est quoi? Un crédit carbone, c'est de l'argent qui est généré par le gaz carbonique. Le gaz carbonique, le CO2, qu'on expire tous lorsqu'on respire, ce CO2-là, lorsque vous arrivez, vous, par n'importe quel enchaînement de prodiges, par n'importe quel mécanisme, lorsque vous arrivez à le séquestrer, ce CO2-là, lorsque vous arrivez à le capturer, vous pouvez le transformer en espèces sonnantes et trébuchantes. La tonne de gaz carbonique, vous savez combien elle coûte? Le gaz carbonique là qu'on rejette, la tonne de CO2, elle coûte au mois de septembre 2025 là 77 €. Or, un hectare de mangrove que vous replantez, que vous restaurez, peut vous permettre de séquestrer 1000 tonnes de CO2. Donc vous multipliez 1000 tonnes par 77, vous avez combien? 77 000 €. 77 000 €, ça fait combien en francs CFA? C'est ça un hectare de mangrove que vous avez réussi à planter. Donc quand vous plantez des arbres et que vous séquestrez du crédit carbone, ça vous permet, de gagner du crédit carbone, ça vous permet de financer les actions de lutte contre le changement climatique. Alors maintenant, comment on va organiser ce projet-là? Ce projet-là, il a un nom, c'est le projet des fermes-écoles organisées sous forme de sociétés coopératives scolaires. Des fermes-écoles, il y en a partout. C'est-à-dire, vous avez des espaces agricoles qui sont exploités par des élèves. Il y en a beaucoup, hein, au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Mais ici, vous allez avoir des politiques publiques qui vont se croiser à des ODD. Parce qu'on nous a demandé de parler des politiques publiques. Vous allez avoir la politique agricole, vous allez avoir la politique environnementale, vous allez avoir une politique de transformation et de commerce, vous allez avoir une politique d'information et de communication sur les enjeux environnementaux, vous allez même avoir une politique de sécurité militaire, parce que l'armée va intervenir sur ces questions-là. Vous allez avoir une politique infrastructurelle, parce qu'il faut construire des aménagements agricoles qui vont permettre à ces fermes-là, écoles, de voir jour. Donc, l'idée, c'est de croiser des politiques publiques à des ODD. Le ODD 1, ici, nous intéresse parce que c'est de la réduction de pauvreté. L'ODD 1, c'est-à-dire l'objectif de développement durable, c'est la réduction de la pauvreté. Vous avez l'ODD 2, c'est la lutte contre la faim, zéro faim. Vous avez l'ODD 3, c'est la question de la santé. Parce que les élèves qui vont à l'école, qui ne parviennent pas
à se nourrir convenablement. Ici, quand vous êtes au Prytanée militaire, vous ne vous rendez pas compte. Mais pourquoi le Prytanée a cette faculté-là d'être devant les autres établissements? Parce que vous êtes dans des conditions idéales de réussite. Vous êtes ici à l'école, vous mangez à l'école, vous êtes pris en charge totalement. Mais imaginez qu'au Sénégal, tous les autres élèves, ils vont à l'école. S'ils n'ont pas l'argent que leurs parents leur donnent, pour prendre le petit déjeuner, ils ne l'ont pas. Pour déjeuner, ils ne l'ont pas. Et pourtant, ils restent à l'école jusqu'à 15 heures. Moi, ma petite fille qui a 6 ans, elle reste à l'école jusqu'à 15 heures. Vous rendez compte, un enfant de 6 ans qui reste à l'école de 8 heures du matin jusqu'à 15 heures? Est-ce que vous imaginez, il n'y a pas un pays européen où il n'y a pas de cantine scolaire? La cantine scolaire, c'est un acquis démocratique. Mais nous, on n'en est pas là. On laisse nos enfants passer les journées à l'école. Parfois, les plus grands, ils restent jusqu'à 17h, 18h. Ils ne mangent pas. Ou bien, quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent ce qui se vend aux alentours des établissements. Il y a maintenant des écoles qui ont des cantines scolaires au Sénégal, mais ces cantines scolaires sont financées par le Programme alimentaire mondial. Or, le Programme alimentaire mondial, le PAM, s'est retiré. Et quand le PAM était là, le PAM, il donnait en fait tout ce qu'il fallait pour faire de la cuisine. Du riz, de l'huile, etc. Mais c'était détourné. C'est-à-dire que ça n'allait pas au destinataire. Ici, nous, on ne veut pas de cette approche-là d'assister. Ce n'est pas de la souveraineté, cela. Nous, ce qu'on veut, c'est faire de telle sorte que les enfants, que les élèves puissent produire ce qui les nourrit à travers les fermes écoles. Donc, on va lutter contre la faim, on va améliorer la santé nutritionnelle des enfants, on va améliorer la qualité de l'éducation, l'ODD 4, parce qu'on va réduire le taux de déperdition scolaire. On va passer à l'ODD 5, parce que sur cette question-là, dans ce programme-là, les filles et les garçons sont au même niveau, égalité de genre. Les filles vont aller dans les champs au même titre que les garçons. Ensuite, on va aller sur l'ODD 7, la question des énergies. Parce que ces champs seront alimentés par des mécanismes solaires. Il va y avoir aussi le compost qui va permettre de fournir de l'énergie propre et à un coût abordable. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser ce qu'on appelle les énergies fossiles et qui ont fait que la COP30, qui vient de se dérouler au Brésil, est un échec. Parce que les pays n'ont pas pu s'entendre sur un calendrier de retrait, sur un agenda de retrait progressif concernant les énergies fossiles. C'est-à-dire que tous les pays du monde ont refusé de dire que voilà, nous on va arrêter d'exploiter du pétrole, on va arrêter d'exploiter telle et autre énergie fossile parce qu'on veut diminuer la pollution atmosphérique, on veut diminuer le changement climatique. Il n'y a pas eu un accord sur cette question-là, entre autres. Alors, il y a aussi la question de l'ODD 10, les inégalités, mais la question la plus importante qui nous intéresse, c'est l'ODD 13, la lutte contre les changements climatiques. Alors, ce programme-là, voilà les politiques publiques qui vont être mobilisées et qui vont permettre de coller aux objectifs de développement durable qui ont été posés par l'Organisation des Nations Unies comme objectif permettant un développement à long terme et dans des conditions les meilleures. Le deuxième point d'attention de ce programme-là, c'est son rattachement institutionnel. Je vous ai dit que ce sont des politiques publiques. Les politiques publiques sont incarnées par ce qu'on appelle des ministères sectoriels. Dans ce projet-là, vous avez au moins 7 ministères qui sont intéressés. Vous avez le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, parce qu'on transforme les produits, le ministère de l'Information et de la Communication, le ministère même des Forces armées. Vous avez entendu tout à l'heure le colonel parler de soutien en fait, de l'armée aux politiques publiques. L'armée pourra être mobilisée dans le cadre de ce programme-là pour la construction des aménagements, parce qu'on va modéliser la construction des aménagements. Il y aura également le ministère de l'Infrastructure et le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu. Voilà donc le rattachement institutionnel. Vous voyez qu'il y a plusieurs ministères qui sont mobilisés. Cette interministérialité-là va faire de telle sorte qu'il va y avoir, ce programme-là va être un levier de croissance intersectorielle. C'est-à-dire que plusieurs secteurs vont connaître en même temps un développement parce que justement, ce sont des secteurs qui vont être touchés par le programme.
Alors, le troisième point d'attention de ce projet-là, c'est son orientation normative. C'est-à-dire, si vous devez faire un projet, il faut que ce projet-là, il ait une base juridique. La base juridique de ce projet-là, de ce programme des fermes-écoles, c'est que ce sont des fermes-écoles qui sont organisées autour de l'idée de société coopérative. Qu'est-ce que c'est qu'une société coopérative? Est-ce que vous en avez entendu parler une fois? Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? C'était l'ancienne appellation. Mais depuis 2011, on ne parle plus de coopérative, on parle de société coopérative. Alors la coopérative, elle est définie au niveau d'un acte uniforme. Un acte uniforme, c'est un texte communautaire. Ici, le texte, c'est un texte de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Ça regroupe 17 pays. Ça part du Sénégal jusqu'au Cameroun. Donc l'OHADA définit dans son acte uniforme, appelé acte uniforme sur le droit des sociétés coopératives, ce que c'est qu'une société coopérative. Et on vous dit qu'une société coopérative, c'est un groupement autonome de personnes qui se réunissent volontairement. Un groupement autonome. Il y a une certaine autonomie. L'idée de souveraineté est sous-jacente. C'est un groupement autonome de personnes qui se réunissent volontairement. C'est-à-dire que dans la coopérative, on ne rentre pas dans une coopérative par force. L'adhésion est volontaire. C'est ce qu'on appelle le principe de la porte ouverte. On rentre dans une coopérative parce qu'on veut être membre de la coopérative. Deuxième idée, pour faire quoi? Une fois maintenant qu'on a un groupement autonome de personnes qui se réunissent volontairement. Alors, ce groupement autonome de personnes, ils vont se réunir volontairement pour satisfaire leurs aspirations et leurs besoins sociaux, économiques, culturels et politiques, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et dont le fonctionnement est organisé autour des idéaux démocratiques et des principes coopératifs. Voilà l'article 4 de l'acte uniforme de l'OHADA, c'est la définition de la coopérative. Donc vous avez un groupement autonome de personnes qui vont se mettre ensemble. La propriété de la société, elle est collective, c'est-à-dire que dans une coopérative, ce n'est pas comme dans une société commerciale, ce n'est pas celui qui a le plus d'argent qui va avoir le plus d'actions. Par exemple, dans une société commerciale, quand vous avez une société commerciale avec un capital de 10 millions, quelqu'un qui vient avec, disons, 7 millions, il a 70% des parts sociales. Mais dans une coopérative, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez mettre 7 millions, le capital est de 10 millions, vous n'avez droit qu'à une seule voix. C'est le principe, un membre, une voix. C'est pourquoi on dit que la société coopérative, elle est guidée suivant des principes démocratiques. Voilà. C'est vraiment des sociétés démocratiques. Et ça, c'est important pour ce que nous voulons faire. Parce qu'il n'est pas possible que dans un programme scolaire, dans un projet scolaire, qu'il puisse y avoir des inégalités relativement à l'argent ou bien au pouvoir d'argent. Donc, voilà un peu les 3 premiers points d'attention qui sont fondateurs pour la société coopérative. Ça mobilise des politiques publiques autour des ODD. Il y a un rattachement interministériel qui permet d'avoir une croissance intersectorielle. Et troisièmement, l'orientation normative est articulée autour de la société coopérative que je viens de vous définir. Maintenant, cette société coopérative-là, elle va fonctionner et elle va avoir un objectif. L'objectif premier, c'est d'approvisionner à travers la production issue des champs-écoles, des fermes-écoles, des cantines scolaires. Parce que le premier objectif de la société coopérative, c'est de nourrir les élèves. 2 repas sont servis. La production, elle est bio. C'est de la polyculture vivrière. C'est-à-dire qu'on va faire du maïs, on va faire du manioc, on va faire du riz, on va faire de l'élevage, on va faire de la pisciculture, on va faire de l'aquaculture, on va faire tout cela sur 50 hectares. Hein, et c'est totalement bio parce qu'il est totalement exclu qu'on puisse mélanger des produits chimiques à ce qu'on va donner aux élèves. Voilà. Ensuite, dernier élément, on va permettre de faire de l'arboriculture pour les élèves. C'est-à-dire que chaque élève va avoir la possibilité de planter un arbre. Dès qu'il intègre l'école, il y a 2 choses. Vous plantez un arbre
Et deuxièmement, on vous ouvre un compte bancaire. Je vous dis, ça va servir à quoi? L'arbre va vous servir à générer du crédit carbone. Et le compte bancaire, il va vous permettre, parce que chaque élève qui va travailler dans la ferme-école aura une rémunération symbolique. Cette rémunération symbolique-là, elle va être épargnée, capitalisée pendant les 13 années de scolarité, de la 6e primaire jusqu'au baccalauréat. Et on a calculé dans nos projections qu'on pouvait avoir une capitalisation de 600 000 francs CFA à l'année du bac, après 13 années de scolarisation. Alors, qu'on ait le bac ou qu'on n'ait pas le bac, ça peut être une garantie pour un pré-étude auprès de n'importe quelle institution bancaire pour avoir ce qu'on appelle un pré-étude supérieure. Et ça va régler un autre problème qui est récurrent et qui a fait qu'on s'est délocalisé ici. Parce que les étudiants de l'UGB, où on devait être, ils sont sortis parce qu'ils ont des problèmes de bourse. Mais quelqu'un qui peut demander à la banque de lui prêter 4 millions, 5 millions pour financer ses études supérieures, cette personne-là n'a pas besoin de la bourse de l'État. Et ça va permettre à l'État aussi de mettre de côté ce lourd fardeau des bourses et de se consacrer au recrutement du personnel administratif et technique, mais également à la construction d'infrastructures. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment, M. Fall. En tout cas, ça a été clair, précis. Et je ne vais pas m'aventurer même à faire un résumé. Et pour votre information, M. Fall a mis à notre disposition la présentation PowerPoint. Il a proposé une présentation PowerPoint de 15 slides qu'on pourra peut-être partager après, pour ceux qui le désirent.